Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro spécial en compagnie de Clotilde Gourlet, reporter pendant 2 ans pour l'AFP en Afghanistan et au Pakistan. Bonjour Clotilde, bienvenue. Alors on s'est un petit peu renseigné sur vous via des articles sur le web et on a découvert que vous étiez originaire de Villeneuve-d'Ascq et que vous étiez une grande amatrice des produits régionaux de la région. Ok, je vois très bien quelle interview vous avez vue. Okay. Donc, notamment du barois, de la bière, mais aussi du boudin. Donc on se permet de vous demander, si vous étiez un plat, lequel seriez-vous? Le Welsh, probablement. J'en ai fait au Pakistan, 2 fois. Ouais. Et pourquoi le Welsh? Parce que c'est très très bon, parce qu'il y a de la bière dedans, parce que le cheddar, c'est pas un fromage du Nord, mais c'est quand même très bon. Parce que c'est sympathique. Et parce que tout le monde ne connaît pas. C'est vrai. Et si vous étiez un objet? Une caméra, probablement, puisque c'est l'objet que j'ai à la main tous les jours, que j'ai appris à bien manipuler, qui est maintenant le prolongement de ma main et de mes yeux. Donc je pense une caméra, ouais. Moi, j'aimerais bien vous demander aussi si vous étiez une musique ou une chanson. Alors, je fais de la musique, je fais de l'accordéon et je joue du musette, ce qui n'a absolument rien à voir avec toute ma vie, mais probablement du musette à l'accordéon. Et comment vous en êtes venue à faire de l'accordéon? Comme ça, par envie, quand j'étais étudiante, pour essayer quelque chose que tout le monde n'essaye pas, probablement. C'est vrai. Donc vous êtes devenue journaliste. Si jamais vous n'aviez pas choisi cette carrière, est-ce qu'il y a un autre métier qui vous tentait? Alors, au risque de faire vraiment entre le bal musette et ça, oui, j'ai hésité pas mal à faire de la boucherie-charcuterie. Voilà. Ah ouais, d'accord. Rien à voir non plus. Super. Et, donc on a vu quand même que vous aviez pas mal voyagé. Et s'il y a une région dans laquelle vous deviez aller demain, dans laquelle vous n'êtes jamais allé, pour le coup, ou un pays? Ah, où je suis jamais allée? Oui. Alors probablement en Asie centrale, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, probablement. J'aimerais bien. Qu'est-ce qui vous attire là-bas? Parce que déjà, je dois choisir un pays où je suis jamais allée. Et aussi parce que d'avoir vu l'Afghanistan, qui est assez proche de ces zones-là, a donné super envie de monter un peu au nord, voir à quoi ça ressemblait, voir à quoi ressemblaient les gens, voir leur langue, voir leur steppe, voir à quoi ça ressemble. Ouais. D'accord. Donc vous connaissez plutôt bien le Pakistan. Comment vous en êtes arrivé à aller là-bas? Alors moi, je suis donc journaliste depuis 2011 à l'AFP. Mon rêve, c'était de partir. J'ai candidaté à tous les postes possibles. Et en tant que jeune, dernière arrivée, j'avais aucun poste que je demandais. Je demandais des postes que tout le monde voulait. Istanbul, New Delhi, des choses comme ça. J'ai candidaté à Islamabad en me disant, comme d'habitude, ce ne sera pas pour moi, sauf que personne ne veut aller là-bas. Donc c'était pour moi. Mais c'était complètement par hasard. C'était uniquement parce que j'avais envie de partir. Je ne connaissais rien du tout sur cette zone. Donc c'est un choix personnel. Ah oui. On ne peut pas partir si on n'est pas très volontaire, motivé. Du coup, l'AFP nous forme, nous donne des stages pour partir en zone hostile, comme on dit, zone compliquée. Donc on travaille avec le GIGN, la gendarmerie, pour pouvoir s'entraîner à partir en zone comme ça. Et après, c'est parti. Vous n'avez pas hésité? Un peu, surtout quand on m'a dit « Bah voilà, c'est bon, c'est pour toi, t'es contente, ça y est, tu vas pouvoir partir. » J'ai fait « Oula !» Bon. Mais une fois qu'on a dit qu'on partait, on peut pas revenir en arrière. C'est un peu pas très crédible après. Ouais, bien sûr. Et vous aviez quel âge alors quand vous êtes partie? J'ai fêté mes 30 ans là-bas, donc 29. D'accord. On va tout de suite regarder un début de reportage que vous avez réalisé au nord du Pakistan. Allons-y. Une route qui s'arrête brutalement devant un lac turquoise. Ici, au nord Pakistan, les effets du réchauffement climatique se font cruellement sentir. Sardar était ouvrier, il est devenu conducteur de bateau par la force des choses. La route qui relie le Pakistan à son voisin chinois était au pied d'un glacier. Le glacier a fondu peu à peu, jusqu'à créer un éboulement. D'ici, ces images semblent incroyablement éloignées. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Cette partie-là du pays, c'est vraiment ma partie préférée, mais c'est absolument pas original. Tous les Occidentaux qui viennent au Pakistan adorent ce coin du Pakistan. C'est l'Himalaya, c'est des sommets qui font jusqu'à 7000-8000 mètres. C'est très compliqué d'accès, enfin il y a quelques avions, mais pour en voiture c'est des heures et des heures. Là pour aller à cet endroit-là depuis Islamabad, c'était 23 heures de route.
sur des routes pas géniales, comme vous pouvez imaginer. Et on a l'impression qu'on a mérité quelque chose de magnifique. Et quand on arrive, on n'est pas déçu, c'est magnifique. Donc on se dit, ouais, ça valait vraiment le coup, quoi. Et comment on s'adapte là-bas en tant que femme occidentale, en arrivant dans ce pays? Bah alors, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et être une femme au Pakistan, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient, en fait. Parce que les Pakistanais ne sont absolument pas habitués à voir une femme blanche, avec une caméra, qui travaille. On est un peu un ovni dans ce pays quand on est comme ça. Du coup, dans le doute, personne n'ose trop. J'ai jamais eu un regard de travers, j'ai jamais eu des mains baladeuses comme j'en ai eu dans plein de pays, j'ai jamais eu des choses comme ça. Les Pakistanais, même dans la foule, quand je couvrais les élections, il y avait beaucoup de rassemblements politiques avec des milliers d'hommes. Il faut imaginer que des milliers d'hommes, c'est quand même... Il faut oser aller se mettre dedans. Mais au final, à chaque fois, je me suis rendu compte que les Pakistanais laissent toujours un espèce de petit cordon sanitaire autour de moi pour qu'il ne m'arrive rien. Donc, être une femme, c'était vraiment pas un problème. Et même, c'était même, je dirais, même un avantage. Parce qu'il y a plein de reportages dans lesquels, moi, je peux rentrer dans les maisons, alors que mes collègues masculins ne peuvent pas rentrer dans les maisons. Ça me permet de filmer les femmes à l'intérieur, d'avoir des interviews avec les enfants, les femmes, parce que la sphère d'intimité commence à la porte d'entrée. Et donc, il y a eu des fois où mes collègues masculins devaient rester sur le perron, et moi, je pouvais rentrer à l'intérieur. Donc, c'était quand même, au contraire, il n'y a aucun moment où j'ai regretté d'être une femme, en fait. Et vous êtes aussi allée en Afghanistan. Et donc, il y a une différence entre le Pakistan et l'Afghanistan. Enfin, j'imagine qu'il y en a. Mais ouais. Quelles sont-elles, du coup, ces différences? Pour moi, pour mon quotidien, pour ma vie, la grande différence, c'est que l'Afghanistan est un pays en guerre et le Pakistan ne l'est pas. Même si c'est un pays compliqué où il y a régulièrement des attentats. Mais la guerre change beaucoup de choses. Ça change le quotidien. Ça change complètement la façon de vivre. Ça fait peur. Kaboul est une ville qui est devenue assez dangereuse. C'est une ville où il y a des gens qui se font kidnapper. J'ai perdu des collègues, j'ai perdu des amis. Du coup, ça influe beaucoup sur le quotidien. On peut quand même vivre, on peut quand même travailler, mais à la caméra, vous êtes bien placé pour savoir qu'on ne peut pas rester à l'intérieur du bureau. Il faut sortir, il faut aller rencontrer les gens. Dans une ville qui n'est pas forcément acquise à la cause occidentale, loin de là. Donc être blanc dedans signifie pas toujours être accueilli très très bien, contrairement au Pakistan. Du coup, aller en Afghanistan, à chaque fois je faisais des missions de 2-3 semaines et je revenais au Pakistan. J'étais soulagée souvent de revenir au Pakistan, parce que le Pakistan, c'est la maison, c'est beaucoup plus détendu. L'Afghanistan, c'est pas toujours facile. Et peut-être pour ce qui est de la condition féminine en Afghanistan Je dirais que c'est pas très très différent du Pakistan, en fait. C'est-à-dire que, de façon générale, il vaut mieux être née femme ici que n'être femme là-bas. Moi, j'avais la chance de me rendre compte que j'avais eu... un métier, une éducation choisie, je vis avec la personne que j'ai choisie, c'est quand même pas rien. Après, les Afghanes et les Pakistanaises ont des modes de vie qui sont relativement sensiblement identiques, même si d'une région à l'autre, on ne peut pas faire de généralité. Le Pakistan est très 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 contrasté, l'Afghanistan est très contrasté. Les Afghanes de Kaboul ne vivent pas comme les Afghanes des campagnes, évidemment, comme dans tous les pays. Mais la capitale et la province est très différente. Après, ça reste quand même des pays très conservateurs, très patriarcaux, les femmes n'ont pas énormément de liberté. Mais bon. À propos des risques et puis des sujets sensibles que vous avez pu aborder, on va regarder un deuxième extrait de vos reportages. Une soi-disant clinique de désintoxication, mais quand la police a pénétré dans l'enceinte de cet établissement pakistanais, elle est tombée sur 115 hommes enchaînés. Si la majorité d'entre eux a pu être libérés, récupérés par leurs familles, il reste une vingtaine de patients, dont certains croupissent ici depuis des années. Quand quelqu'un se plaignait de la nourriture, il nous battait. C'était terrible. Un homme mettait ses bras autour de notre taille, un autre tenait les jambes, un troisième mettait sa main devant notre bouche, pendant qu'un quatrième nous battait avec des bâtons. Donc on voit là des images assez dures quand même. Quand on est confronté à des situations pareilles, on gère ça comment en tant que journaliste? C'est pas facile, surtout que là on n'avait aucune idée de ce qu'on allait trouver. On avait lu dans un journal qu'un type avait été arrêté parce qu'il avait cette clinique. On s'est juste dit ok, on prend la voiture, on va voir à quoi ça ressemble. C'était à 2 heures de route d'Islamabad.
Et on ne pensait pas qu'il y avait encore des hommes à l'intérieur, en fait. On pensait filmer un endroit vide. Donc, bon, comme toutes les choses difficiles que j'ai filmées aussi pas mal d'attentats où on arrive sur le lieu et il y a encore des restes de corps humains ou des choses comme ça qui sont difficiles. On est un peu en mode automatique, évidemment. On prépare la caméra, on s'organise, on fait les plans serrés, les plans larges. Habituellement, on fait son travail, quel que soit ce qu'on filme. C'est plutôt après, en revenant à la maison, en revenant au bureau, en se disant « j'ai vraiment besoin d'un verre », on retrouve les copains, on a besoin d'en parler. Moi, je parle beaucoup de ce que je filme. Je retrouve beaucoup les copains le soir en disant « cette journée, c'était vraiment pourri, j'ai filmé voilà, des choses que j'aurais bien aimé ne pas voir. » Et puis après, ça passe. C'est terrible, mais on s'habitue en fait. Finalement, la caméra joue un peu le rôle de filtre entre ce qui oui, se la passe caméra et... permet, en fait, la caméra permet d'être au milieu de quelque chose qui n'est pas normal et de le faire normalement. Alors que si, par exemple, je me retrouvais sur un lieu d'attentat sans avoir quoi que ce soit à filmer, je pense que je serais vraiment comme tous les gens autour, en train de pleurer, en train d'être dans la colère ou je ne sais pas. Le fait d'avoir une caméra me donne quelque chose à faire. Et est-ce qu'il y avait des sujets tabous là-bas que vous ne pouviez pas aborder? Ouais, il y a bien sûr des sujets tabous. Le Pakistan est connu pour sa loi sur le blasphème, qui est très particulière. Je pense qu'entre la France et le Pakistan, on ne peut pas faire beaucoup plus opposé en termes de conception sur la laïcité et le blasphème. Donc ça, c'est un sujet tabou, il faut faire très attention. C'est tout à fait possible de se retrouver dans une situation où on est accusé de blasphème pour pas grand-chose. Bon, dans les faits, en tant que journaliste occidental, on est quand même relativement protégé. Autre sujet tabou, l'armée. C'est une institution qu'il est très très compliqué de critiquer. Mis à part ça, il y a le nucléaire aussi, qui est un sujet compliqué. C'est quand même le seul pays musulman qui a l'arme nucléaire. On ne peut pas vraiment se frotter à ça. À part ça, on peut parler de tout. On peut sans problème critiquer les politiciens. Il y a vraiment une vraie liberté d'expression là-dessus. On peut se promener dans la campagne, on peut se promener dans les villages, on peut vraiment aller titiller sur, je sais pas, sur les attaques à l'acide. J'ai filmé des femmes attaquées à l'acide, sur beaucoup de choses, sur les mariages arrangés. On peut vraiment aller dans tout. Même, vous voyez, une clinique soi-disant de désintoxication où les gens étaient enchaînés comme des esclaves, la police nous laisse travailler. Donc dans les faits, on peut vraiment filmer beaucoup de choses, aller creuser beaucoup de choses, tout en faisant très attention à la religion. Le nucléaire et l'armée, ça c'est tabou. Vous disiez qu'en tant que femme journaliste occidentale, vous étiez un peu protégée. Justement, vous exercez le métier là-bas comme vous l'exerceriez ici ou peut-être même presque encore plus facilement qu'ici. Parce que dans les faits, c'est un pays qui est beaucoup moins réglementé qu'ici. Si j'ai envie d'aller filmer... Par exemple, Malala obtient le prix Nobel de la paix. Il faut aller filmer dans une école de filles, dans sa vallée. Une fois qu'on a l'autorisation d'aller dans sa vallée, qui est une zone militaire, on rentre dans une école, il n'y a pas besoin de demander des autorisations parentales, il n'y a pas besoin de demander quoi que ce soit, on peut filmer des gamines en train de travailler. Il y a un attentat, c'est terrible, on peut aller à l'hôpital, filmer les blessés, on peut rentrer à l'intérieur de l'hôpital. De façon générale, c'est un pays dans lequel il est très facile d'exercer le métier de caméraman. En tant qu'occidentale, en tant que femme, on risque moins que les journalistes pakistanais, dans les faits. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les gens s'attaquent beaucoup moins à nous. Parce que le Pakistan est quand même un des pays au monde où le plus de journalistes sont tués. À équivalent avec des pays en guerre comme la Somalie et comme la Syrie. Chaque année, Reporters sans frontières fait un bilan qui est qui tourne autour de la centaine de morts par an. Morts violentes, assassinats de journalistes. Mais c'est beaucoup plus les journalistes locaux qui s'attaquent à des pouvoirs locaux, qui s'attaquent à des mouvements de rébellion, qui s'attaquent aux talibans, et qui sont beaucoup plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas autour d'eux toute une organisation internationale comme moi j'avais, qui n'ont pas autour d'eux des gardes. Nous, on a des gardes devant le bureau, on a des gardes à la maison. Dans les faits, on est quand même... on risque beaucoup moins que nos confrères pakistanais, hélas pour eux. Et comment se manifestait concrètement cette sécurité autour de vous quand vous alliez en reportage ? Alors, quand on va en reportage, on se déplace entre nous. Moi, j'avais toujours des collègues locaux, un photographe ou un reporter du texte de l'AFP qui fait les dépêches, donc qui sont locaux. C'est-à-dire que quand je vais au fin fond de l'Afghanistan ou au fin fond du Pakistan, il y a toujours quelqu'un sur place qui est quelqu'un qui connaît la langue, quelqu'un qui habite cet endroit-là, cette vallée-là, ce village-là. On n'est pas protégé particulièrement, mais déjà le fait d'être avec des gens qui connaissent le coin permet de piger. Quand mon collègue me dit « on se barre », ça fait un moment qu'on est là, la foule devient hostile, les gens disent des choses, on se casse, on prend la voiture, on s'en va. Moi, ça me permet de comprendre ce qui se passe autour de moi. Parce que vous savez bien, quand on a le nez dans la caméra, qu'on ne parle pas la langue locale, on est vite débordé. Après, au quotidien, dans Islamabad, on a des gardes.
Bon, Islamabad, il y a des attentats de temps en temps, mais c'est pas très très dangereux comme ville. On peut s'y promener, on peut se balader, on n'est même pas voilé. Moi, je suis pas voilée à Islamabad. Par contre, dans Kaboul, c'est une toute autre histoire. Kaboul, on a un bureau qui est vraiment protégé, avec ce qu'on appelle une safe room pour se cacher en cas d'attaque. À Kaboul, on est sur une stratégie, ce qu'on appelle de low profile, c'est-à-dire qu'on a une voiture la même que tous les Afghans. À l'intérieur de la voiture, on n'attire pas l'attention, on n'a pas quelque chose de blindé, on n'a pas quelque chose où il est marqué en gros United Nations et tout ça, parce que eux, c'est vraiment des cibles. Quand on les voit, ceux-là, d'ailleurs, on les évite, on prend des autres routes parce qu'on sait qu'ils risquent de se faire attaquer. On n'a pas de règles de sécurité, mais on essaye d'appliquer du bon sens, de ne pas aller dans des endroits qui se font attaquer, voilà. Mais le gros avantage de mon boulot, c'est que contrairement à plein de gens, contrairement à plein de diplomates, contrairement à plein de gens d'ONG, j'ai aucune restriction. Je peux aller là où je veux. Et quand vous partez en reportage, vous avez obligatoirement besoin d'un fixeur à chaque fois ou... Le gros avantage de l'AFP, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de fixeur. L'AFP a un réseau incroyable. Rien que dans le pays, je vous dis, à chaque endroit où on va, il y a toujours un pigiste AFP. Il y a toujours quelqu'un dont le boulot, c'est de téléphoner dès qu'il y a un attentat, une alerte, quelque chose. Ce qui fait que où que j'aille, je prends l'avion, je prends la voiture, et où que j'aille, il y a quelqu'un qui m'attend et qui m'aide. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu vraiment peur pour votre sécurité, votre vie? Oui, il y en a eu. Il y en a eu plusieurs, mais c'est pas ceux dont je me rappelle, donc j'aurais du mal à vous dire. Mais il y a eu effectivement des moments où j'ai bien serré les fesses. Ouais. Au-delà de ces situations-là, comment on vit le quotidien au Pakistan? Est-ce qu'il y a des bars, des soirées C'est vrai que c'est un pays où il vaut mieux y aller avec un boulot intéressant, parce qu'en dehors du boulot, bon, il n'y a pas beaucoup de vie. Il n'y a pas de bar, il y a des restos, très très bons. En gros, une fois qu'on s'est fait des amis expatriés et pakistanais, tout se passe à l'intérieur des maisons. Comme l'alcool est illégal, pour pouvoir boire un coup avec ses copains, c'est à l'intérieur. On peut appeler un dealer qui vient en moto vendre de l'alcool sous le bras. Et on peut se faire un apéro comme ça, mais il n'y a pas tellement d'autres moyens d'en faire. Il y a un cinéma à Islamabad, mais il faut vraiment être motivé parce que c'est des films Bollywood ou des blockbusters américains à moitié censurés, donc c'est un peu... Bon, voilà. À part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a quelques magasins, mais bon, on a vite fait le tour. Donc c'est vraiment plutôt des barbecues, des apéros entre copains. Et l'organisation de l'apéro, savoir qui trouve l'alcool, comment on trouve de l'alcool, qui peut trouver un pack de bière quelque part, devient presque aussi excitante que l'apéro lui-même, en fait. Et j'allais dire, comment on fait ses courses, par exemple, là-bas Je vais au supermarché avec ma voiture. Voilà, encore une fois, nous, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc on a nos voitures, enfin chacun a sa voiture, moi je conduis, je fais mes courses, tout ça. C'est pas comme certains qui doivent être accompagnés ou qui ne peuvent pas sortir de chez eux ou qui ne peuvent pas sortir de certains quartiers. Nous, on fait un peu comme on veut. Et on se rend compte très vite qu'on peut vivre tout à fait normalement une fois qu'on a accepté qu'il y ait des coupures d'électricité tout le temps, une fois qu'on a accepté que les maisons ne sont pas isolées, qu'on ne vit pas très très bien, mais on vit quand même dans des beaux espaces avec des beaux jardins et on peut quand même en profiter. Ouais. Ça fait maintenant donc 2 mois, vous nous l'avez dit, que vous êtes rentré en France. Qu'est-ce que vous pensez de l'emballement médiatique autour de certaines affaires, notamment du procès Carlton ou, je sais pas moi, l'affaire Nabila par exemple, ce genre de choses? Nabila, je n'ai pas suivi, mais Carlton, comme je suis rentrée et que c'est cette semaine, pour le coup, ouais, mais moi c'est mon boulot, donc l'emballement médiatique, je ne connais pas. Moi je connais une bonne histoire et on la suit et on la raconte. C'est normal que cette histoire soit très très intéressante. C'est un puissant qui se retrouve au tribunal, c'est passionnant. D'ailleurs, si j'avais pu la couvrir, je l'aurais couvert. D'accord, dernière question. Alors, quel conseil vous donneriez à des jeunes journalistes comme nous qui veulent se lancer? Vous voulez dire qu'ils veulent se lancer dans ce genre de pays ou qu'ils veulent se lancer en tant que journaliste? Les deux. Les deux. Les deux, ok. Bon, en tant que journaliste, déjà, super choix, faites de la caméra, c'est super intéressant et en plus, il y a du boulot. Dans ce genre de pays, il faut être faut être curieux et un peu aventurier. Et une fois qu'on y est, moi là-bas, j'ai des bons amis qui ont commencé leur carrière là-bas, qui ont décidé de partir, ils ont décidé d'être pigistes au Pakistan et ils s'en tirent très très bien. Donc, faut pas hésiter, il faut faire confiance aux autres journalistes, parler avec eux, se faire ami avec eux et travailler ensemble, échanger les sujets, échanger les numéros de téléphone, les sources et au final on travaille très très bien tous ensemble. Ouais. Bon merci beaucoup Clotilde d'être venue sur le plateau de T'as vu. On vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.